personne fait la même chose avec, en 100% naturel, une couleur et une saveur qui viennent en moins de 5 minutes à froid. Donc je suis la seule au monde, avec la garniture en plus, à faire ce produit vraiment fini de cette façon-là. Eh bien oui, c'est une bonne question. Des fois, j'ai du mal encore à y croire, mais ça me rend vraiment heureuse. Parce que c'était pas simple du tout. La table sur laquelle on est, avec les fauteuils qui roulent comme ça, en fait, il y avait partout, on mettait des petites cuillères alignées comme ça sur la table. Je passais sur les chaises comme ça pour pas trop me casser le dos, avec des cuillères doseuses pour les épices. Hop, on remplissait toutes les cuillères à la main et on avançait comme ça avec la chaise. Les bains, au début, je sais que j'avais beaucoup de mal à prendre des décisions. Je n'ai pas de process de décision vraiment cadré, mais c'est juste j'essaye de définir avant ma vision et là où je veux emmener l'entreprise et de me dire et ce qui me rend heureuse aussi. Et du coup, c'est ce qui me fait prendre mes décisions. Je me pose toujours, voilà, est-ce que ça va dans le sens de faire grandir Infuse Me et là où je veux aller, est-ce que ça me rend heureuse? Et si les 2 cases sont cochées, go, voilà. C'est marrant que tu... Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast où je plonge au cœur des décisions qui façonnent nos vies professionnelles. Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à cet instant où tout peut basculer? Cette fraction de seconde où un simple choix pourrait non seulement redessiner vos vies professionnelles, mais aussi vous aider à mieux travailler, créer, avancer avec efficacité. Moi, oui. Et c'est exactement ce que je propose d'explorer ici. Dans chaque épisode, avec des invités, entrepreneurs, artistes, penseurs, j'essaye de lever le voile sur les mystères de nos choix. Pourquoi prenons-nous certaines décisions et pas d'autres? Comment ces décisions influencent-elles notre capacité à gérer le temps et nos priorités? Et surtout, comment pouvons-nous les utiliser pour booster notre productivité et avancer vers nos objectifs? Avec mes invités, je décrypte non seulement leur motivation profonde, mais aussi leur stratégie concrète pour faire des choix. Mon objectif, vous aider à réfléchir différemment et à trouver vos propres clés pour une meilleure prise de décision. Alors, prêt à plonger avec moi dans cette incroyable aventure? C'est pour que ça soit plus fluide et puis qu'on s'habitue au micro. Comme ça, même si je pense que tu as l'air d'être à l'aise avec le micro. Et... Ça va, après, ça va, ouais. Vous êtes des gens plus à l'aise, moins à l'aise. Après, voilà, c'est une conversation aussi, faut pas non plus se prendre la tête plus que ça. Ouais, puis c'est pas le but, c'est de parler de ce que tu fais, de comment tu réfléchis un peu et tout ça. Et c'est ça qui m'intéresse. Okay. Même si au début, tu vas voir, on va un peu s'intéresser à ton parcours parce que j'ai un peu regardé. Il y a des choses qui m'intéressent de comprendre le comment du pourquoi. Oui. Un peu atypique, c'est vrai. Ouais, c'est logique aussi. Il y a sûrement une logique derrière, mais c'est ça que j'aime bien aller chercher, moi, comprendre un peu. Le pourquoi. Ouais, le pourquoi. Voilà, c'est le but. Et Chloé, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir dans tes locaux. J'ai plein de questions, je t'avoue, j'ai plein de questions sur le pourquoi du comment. Bon, évidemment, le podcast s'appelle Pourquoi, parce que tu es un des premiers podcasts, je vais dire ça comme ça, où j'en ai fait un tout récemment, mais tu vas être le 2e ou 3e podcast où on va parler d'industrialisation, notamment. Tu me montrais les quelques machines que tu avais aujourd'hui et je suis vachement curieux de comprendre comment tu en es venu à ça et tout ça. Donc voilà, donc je suis vachement curieux et j'ai plein de questions. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais te proposer de te présenter. Qui es-tu? Moi, c'est Chloé Lègre, j'ai 28 ans, aujourd'hui en 2025 exactement. Je suis de base barmaid, je travaille dans les bars à cocktails en Angleterre. Okay. Pendant à peu près 5 ans, j'ai voyagé entre Espagne, Angleterre et Australie. Et en 2020, j'ai fondé Infuse Me, une marque de cocktails à infuser avec ou sans alcool. Avant qu'on revienne sur ce sujet, parce que justement, ça m'intéresse vachement de savoir un peu ton parcours et pourquoi l'étranger et tout ça. Comment tu te définis professionnellement?
C'est assez vague parce que je fais plein de choses différentes. Comme une entrepreneuse, en fait, j'ai réussi à mettre ma passion pour le cocktail dans un sachet pour que tout le monde puisse le boire et le faire sans que je sois forcément là, en fait. Faire le côté qui me plaisait de chercher des saveurs, de les rallier, de faire des tests. En fait, quand j'étais enfant, je disais souvent, mais comme plein d'enfants, que je voulais être inventeur. Ouais. J'ai un peu créé un truc aussi, donc je sais pas si c'est un mot qui pourrait me définir, parce que je prétends pas non plus être, être une inventrice. C'est assez basique quand on y pense, mais Ouais, mais voilà. alors les quelques recherches que j'ai fait montraient que, alors oui, on pourrait faire un parallèle avec le thé, mais aujourd'hui, c'est pas existant, du moins l'approche que tu en as eue est novatrice. Moi, j'ai pas vu de choses similaires, alors en France, au moins, dans le monde, bon, peut-être des choses qu'on connaît pas, mais je sais pas si toi, tu as eu un peu d'infos de ce côté-là. Au début, j'ai cru que j'avais inventé un truc. Après, j'ai regardé sur Internet. Il y en avait au Chili, aux États-Unis, en Espagne, en Angleterre. Mais personne fait la même chose avec, en 100% naturel, une couleur et une saveur qui viennent en moins de 5 minutes à froid. Donc, je suis la seule au monde, avec la garniture en plus, à faire ce produit vraiment fini de cette façon-là. Ok, oui, donc une belle nouveauté, une belle invention, quoi. Euh, Avant qu'on commence un peu à comprendre ton parcours, quelle a été ta dernière décision impactante? Je pense que la dernière décision que j'ai prise, c'est, je suis un petit peu en train de changer le business model d'Infuse Me. Avant, on était beaucoup sur courir partout, à faire, voilà, démarcher les boutiques, les épiceries fines, les restaurants, plein de rendez-vous, dégustations, appels. Et j'en ai eu marre. J'ai arrêté de prospecter. Je prospecte plus du tout. Ok. Et on a refait tout le site internet. Je m'intéresse beaucoup aux ads, au SEO et tout ça. Et voilà, nouveau. Enfin, je travaille toujours avec les boutiques, mais je prends que de l'entrant. Et j'ai beaucoup plus d'entrants qu'avant parce que maintenant je communique beaucoup plus. Et voilà, c'est le site internet, le canal que j'ai décidé que ce serait mon premier canal d'acquisition. C'est pas encore le cas, mais c'est mon but. Voilà. Ok. Donc un changement de passer sur du commerce traditionnel, ou du moins toi aller chercher du commerce traditionnel, à passer sur du e-commerce, des choses comme Oui. ça. Ouais. Parce que en fait, à la base, j'ai entrepris pour être libre. Et en fait, bah, on voit bien, on a plus de temps pour soi et puis on est complètement sous l'eau et on court partout. Donc en fait, faut reprendre sa liberté et du coup, j'ai pensé à comment reprendre ma liberté et c'est la solution que j'ai trouvée pour l'instant. Ok. C'est intéressant, justement, on parlera de prise de décision un peu plus loin dans le podcast, mais c'est intéressant que cet élément déclencheur a l'air d'être, et tu me corriges bien sûr si je me trompe, mais un peu un sentiment de plus être libre, si je reprends tes mots, et qui t'a amené à prendre une décision qui est quand même impactante pour un business, qui est de changer un business model. Oui, parce qu'avant, j'ai voyagé pendant 5 ans, tout s'est arrêté. Le Covid a fait que j'ai créé Infuse Me, mais en fait, quasiment depuis le Covid, je bougeais plus, quoi, comme si j'étais encore dans ma bulle, mais en fait, j'étais dans mon bureau ou dans mon atelier à créer des sachets non-stop, quoi. Donc, ça y est, je me suis dit, ok, mais j'ai envie de voyager encore. J'ai que 28 ans, quoi. Je veux voir le monde. Et pourquoi la mixologie? Alors, c'est venu un petit peu par hasard dans ma vie. Quand j'ai eu 18 ans, bah, j'ai eu mon bac. Je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Je voulais peut-être faire psycho, mais j'avais pas été acceptée dans une école parce que je voulais faire une école, parce que la fac, je sentais pas trop parce que je savais que j'étais peut-être pas assez cadrée pour ça. Et puis, je savais que je voulais voyager, je voulais apprendre l'anglais, je voulais apprendre l'espagnol, je voulais parler 3 langues. J'avais plein d'ambitions, de rêves, de voyages et tout ça. Et du coup, je me suis dit, ok, bah go, pour apprendre, autant aller à l'étranger directement et travailler, quoi. Si t'as pas d'école, t'as rien, et go, c'est parti pour l'Australie. Ok. Et là, en Australie, bah, sans diplôme et sans parler anglais, j'ai commencé à travailler en cuisine. Donc, commis, éplucher des pommes de terre, faire la vaisselle. Et après, au fur et à mesure, dès que j'ai parlé anglais, j'ai fait un peu commis de salle. Et après, bar. Et là, j'ai adoré, en fait, parce que j'aime bien le contact humain et j'aime bien la création. Et le bar, ça rejoint les deux. Ok.
Et justement, sur cette expérience, comme tu le disais, tu as pas mal bourlingué, on va dire, entre l'Australie, je crois que tu as fait un passage en Espagne, l'Angleterre. Ce qui m'a marqué un peu sur ton expérience, c'est que tu as beaucoup d'expériences en fait, dans le domaine du bar, mixologie, effectivement, mais tu as deux expériences complètement autres qui sont stage de prospection et assistant commercial. Ah oui. Pourquoi? Ah parce qu'en fait, je t'explique, comment dire? Du coup, j'étais toujours à Londres, je travaillais toujours, en événementiel, dans les bars à cocktails et tout et puis je me suis dit: «OK, mais peut-être que» enfin, voilà, j'ai aussi envie d'évoluer, j'ai beaucoup d'ambition dans la vie. Si je reste, barmaid, je sais pas si je pourrais évoluer comme je le souhaite et je me suis inscrite à une formation en ligne, un BTS commerce international en ligne, Ok. une école de commerce en ligne, c'est un peu comme le CNED et du coup, il fallait que je fasse un stage. Donc je suis partie en Espagne et donc j'en ai fait un en Espagne pendant 6 mois à Valence, et un, donc prospection et un aussi, à côté de Rennes, à Châteaugiron. Ok. C'est vrai que quand je regardais ton LinkedIn, j'ai fait pourquoi? J'ai fait ça à distance en candidat libre, Ouais. oui. Ok. Super. Bah, ça a dû te donner aussi pas mal de clés pour qu'aujourd'hui doivent te servir, en fait, ces expériences. Ouais, bah oui et puis en fait, comme tous les gens autour de moi ont fait des études et tout ça et j'avais 25 ans, j'avais toujours pas de diplôme, je me suis dit: «OK, peut-être qu'il faut que» j'avais ce complexe en fait, Mm. donc voilà. Ok. Et pourquoi l'Angleterre? Parce que tu as passé quand même ta dernière expérience avant qu'on parle de Infuse Me, c'est, je crois, à peu près 5 ans, 3 ans, 5 ans, quelque chose comme ça, en Angleterre? Ouais, 3 ans, enfin, 3 ans? après il y a des allers-retours et tout, mais Mm. 3 ans vraiment, Mm. 100% sur le territoire, ouais. Ok. Et il y a vraiment et c'est toujours une question que je me suis posée, et je dérive un peu du sujet du podcast, mais est-ce qu'il y a des différences dans matière de mixologie entre la France, Ouais. les pays et tout ça? Oui, oui, oui. En fait, l'Angleterre, surtout Londres, c'est la capitale, européenne du cocktail. Ok. Capitale mondiale, c'est New York et après c'est vraiment Londres. Ils sont beaucoup plus développés, en avance sur, les saveurs, les bars à cocktails et tout ça, que le français est plutôt, vin, bière, champagne Hmm. et il y a vraiment une différence là-dessus et j'ai fait une école de bar mixologie en Angleterre. C'est pour ça que j'y suis allée à la base. D'accord. Ok. Ouais. Et que tu as continué après avec différentes expériences Ouais. dans différents secteurs. Et alors, si les personnes, moi j'ai lu, donc je le sais, mais qu'est-ce qui t'a amené on l'a dit un tout petit peu, mais qu'est-ce qui t'a amené à créer Infuse Me? On a parlé de Covid durant cette période. Quelle est l'histoire un peu derrière de ça? C'est un mix de plein de choses, mais c'est surtout, le covid, les bars, les restaurants, fermés. Mm. Les gens commençaient à faire leur pain chez eux, à faire plein de trucs. Ils voulaient aussi faire des cocktails, des apéros et souvent les gens m'appelaient ou m'envoyaient des messages: «Oh Chloé, comment on fait, tel ou tel cocktail que tu faisais au bar?» et tout ça et je me suis aperçue que les gens, soit ils avaient rien chez eux, parce que souvent faire des cocktails comme au bar, c'est plein de bouteilles différentes, des liqueurs, des bitters, des sirops, des fruits frais, des garnishes, des herbes et donc ça devenait vite compliqué. Ils avaient pas forcément les connaissances aussi, le matériel, shaker et tout ça donc je me suis mise à faire, des expériences en fait, parce que j'avais plein d'épices à disposition et du coup, j'ai commencé à faire macérer, infuser comme on pourrait faire pour des rhums arrangés. Et les rhums arrangés, ça prend trop longtemps. Moi, je suis quelqu'un d'assez pressé et du coup, je me suis dit: «OK, le cocktail, c'est maintenant. Si on a une soirée improvisée, on peut pas attendre plusieurs semaines. C'est pas le but. C'est pas le but» et du coup, voilà, j'ai eu cette idée aussi de rassembler tout dans un sachet directement. Ok. Et quel a été, je suppose que tu as dû faire pas mal d'itérations, pas mal de tests. Comment tu as réussi à développer un produit qui doit convenir aussi à pas mal de monde? Et ben, j'ai pensé vraiment comme une carte cocktail. Donc, une carte cocktail, elle est pensée pour avoir des profils aromatiques vraiment variés. Il y a par exemple fraise, framboise, hibiscus. Sur le côté acidulé, fruits rouges, on a green me, c'est la verveine citronnée, de l'anis et du citron vert. C'est les opposés totales. Donc, c'est comme, enfin, des fois, on peut diviser un petit peu la société en un panel de personnalités différentes. Et nous, les barman, on aime bien aussi quand on voit quelqu'un arriver, franchir la porte, on se dit: «Ah, je suis sûre, il va prendre ça ou ça» et souvent, on se trompe pas en vrai. Ok. Et Voilà. du coup, je trouvais ça intéressant. Je l'ai pas pensé comme ça d'un côté, psychologique, mais plus d'un côté,
avoir des saveurs vraiment variées, herbacées, acidulées, comme la construction d'une carte cocktail pour plaire à tout le monde, mais pas au même moment et pas, enfin, Mm. c'est pas non plus généraliste, mais on a toujours une saveur qui pourra plaire. Mm. Et alors, comme je dis, et je te l'ai dit un peu avant qu'on commence ce podcast, moi je ne bois pas du tout d'alcool, donc je connais beaucoup moins. Mais quelques cocktails vont être des cocktails sans alcool, donc ça veut dire jamais dans les restaurants où on va, c'est jamais très varié. Euh, de ce que je connais du monde du cocktail, c'est quand même assez large, il y a beaucoup de possibilités. Et encore, je pense que je ne connais même pas 10%. Comment toi, tu as réussi à définir un peu. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu comment tu as pensé ton produit dès le début et de savoir après. Ma question suivante sera, je te la donne déjà, mais ce sera comment tu as fait évoluer ce produit. Parce que c'est vrai que on parle d'un produit qui est dans un sachet, alors aujourd'hui, qui doit être trempé en plus dans l'eau ou un soluble à froid, si je ne me trompe pas. Tonique, eau pétillante, Donc, eau. ouais, alors que il y a souvent, je vais faire la comparaison avec le thé qui est dans un liquide chaud. Euh, est-ce que tu peux nous remettre un peu dans cette époque où tu as un peu pensé tous les paramètres pour Oui, justement arriver à c'est une ce sacrée produit? période, c'était assez intense Ouais. parce que au début, je pensais pas forcément créer une entreprise. Voilà, j'ai commencé à faire ça un peu dans mon coin et puis il y a des gens qui m'ont dit, enfin des amis qui m'ont dit, ok, moi je fais ma crémaillère ou mon mariage, est-ce que tu peux me faire quelques sachets ou je veux t'en acheter? Je me suis dit, ok, bon bah faut que je travaille plus les goûts. Et en fait, je travaillais autour d'ingrédients, par exemple fraise, framboise, hibiscus. Je crois qu'au début c'était la framboise et puis en fait j'isole les ingrédients, je les mets à infuser dans un petit volume, j'ai un chronomètre et je Mm. regarde si au bout de 5 minutes à froid il y a une saveur qui ressort ou pas. Ok. Si ça ressort, c'est validé. Et après, je compose autour de ça. Et s'il n'y a pas de saveur, bah, ciao, Mm. voilà, ça sert à Ok. rien. Donc t'as dû te faire un tas de tests. Ouais, beaucoup, beaucoup de tests. Et aussi, il fallait qu'il y ait une couleur. Parce que j'avais trouvé la première couleur avec Pink Me, avec l'hibiscus. Fraise, framboise, hibiscus, c'était la plus simple à trouver. Et après, je me suis dit, trop bien et tout. Ce serait bien qu'il y ait une couleur pour chaque cocktail. Parce que les gens, ce qu'ils retrouvent dans un cocktail, souvent ils me disaient, ah, je veux le cocktail bleu que j'ai vu au bar aussi. Ouais. C'est ok, c'est très bien le niveau voilà, visuel, après le niveau olfactif et le goût aussi. Enfin, c'est tout un cheminement. Et, euh, et donc voilà, je voulais qu'il y ait la couleur en moins de 5 minutes, le goût et aussi il fallait, j'ai interrogé plein de gens, on a fait plein de tests. Il y a 4 ingrédients par recette et de voir si est-ce qu'on sent chacun des ingrédients ou est-ce qu'il y a des ingrédients inutiles. Il y avait plein d'ingrédients que j'avais mis au départ, ils servaient à rien. Ok. C'était non, si on le ressent pas au bout de 5 minutes ou qu'il n'apporte pas de couleur ou voilà, faut l'enlever aussi. Ouais. Donc il y a eu pas mal d'épuration, ouais, pas mal d'itérations. Est-ce que tu pourrais nous dire combien d'itérations tu as fait avant d'arriver au premier, deuxième produit? Est-ce que tu t'en rappelles ou? Ouais, j'ai fait des centaines de tests par recette. C'était vraiment, ça dépend, il y a des recettes qui étaient plus compliquées que d'autres. Je sais que green me, des fois, c'est de la couleur. Green me, c'est un mélange d'une plante jaune et d'une plante bleue. Ok. Et c'était super compliqué parce qu'il fallait aussi que ça puisse voilà, infuser à froid en moins de 5 minutes, donner une couleur et aussi que ce soit pas des morceaux trop gros, Mm. pas de la poudre parce que la poudre, ça passe à travers de la fibre de maïs. Ok. Pas que ça puisse altérer avec la chaleur, parce qu'il y a des fruits qui vont coller, qui vont fondre. Plein de choses comme ça qui étaient assez compliquées. Ouais. C'est là où on voit, c'est ça que j'adore, moi, c'est de comprendre un peu comment dans un petit sachet, il y a une telle réflexion, en fait, derrière, parce que effectivement, tu vois, moi, j'aurais jamais pensé à ça en voyant le produit. Je me suis dit, on prend un fruit là, un fruit là, bon, ok, et hop là. Oui, et même à la dose, il faut vraiment que la dose elle soit parfaite parce que des fois, ça peut être le gingembre qui va prendre le pas sur un autre ingrédient. Et voir aussi, calculer au bout de 10-15 minutes l'évolution des ingrédients. Parce que des fois, il y en a un qui peut prendre totalement le pas. C'est le cas avec des poivres où j'avais essayé des poivres de Sichuan et tout ça. C'est très bon au début, pendant quelques minutes, et après, ça Ouais. devient imbuvable, en fait. Il y a le risque que le sachet reste dans le verre et Oui, c'est ça, ouais. c'est ça. Mm. Ok. Et comment tu passes, si on revient un peu sur la période où tu crées une Infuse Me, comment
toi, tu es passé? Quel est le moment un peu déclencheur qui t'a fait dire, OK, là, j'ai un produit, on me le demande à droite à gauche. Peut-être le Covid, je sais pas où c'en était, mais tu vas nous le dire, c'est peut-être fini ou ça, on va y aller à la fin ou pas du tout. Et tu te dis, OK, bah là, je vais passer entrepreneuse. Comment tu peux nous décrire un peu ce moment où tu as fait le switch? J'ai toujours un petit peu entrepris. Enfin, quand j'étais en Angleterre, j'avais mon statut auto-entrepreneur aussi de cocktail. Voilà, quand j'ai commencé mon diplôme commerce international, le BTS, je me suis dit, OK, il me faut peut-être plus de temps pour moi, plus de flexibilité. J'avais des colocs et des amis qui étaient dans le monde de l'événementiel et qui partaient faire la Fashion Week à Paris, qui partaient en Suisse, qui partaient à Cannes et tout ça. Je me suis dit, c'est trop bien comme vie et tout ça, moi aussi je veux faire ça. Et j'aurais plus de flexibilité et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait en fait, voilà. Donc je suis partie avec des grosses agences faire des événements, où on travaille beaucoup, beaucoup intensément, mais pendant une période donnée et après on est libre de faire ce qu'on veut, donc ça me laissait du temps pour, réviser et c'était quoi déjà la question? Le switch que tu t'es Le switch? qui t'a Oui et bah, du coup, oui, bah, j'étais un peu entrepreneuse, je gérais, bah, mes factures, la TVA, VAT, enfin tout ça. Et du coup, après, je pense que j'ai toujours voulu entreprendre aussi. Mes deux parents sont entrepreneurs. OK. J'ai toujours secrètement voulu entreprendre, mais sans trop savoir comment faire. Je me suis toujours dit, il me faut un produit, mais je sais pas encore lequel. Et on m'a demandé, voilà, plusieurs fois les trucs, et tout mon entourage m'a dit, OK, mais il faut que tu sortes un truc là. C'est vraiment bon, c'est vraiment cool. Sors-nous un truc. Donc voilà, je m'y suis mis et j'ai sorti, mais doucement en fait. Au début, c'était pour des cadeaux entreprises. Et après, j'ai lancé une campagne Ulule 6 mois après pour restructurer tout ça. OK. OK, j'avais pas ce début. Et donc au début, tu avais pensé à mettre ça dans des cadeaux d'entreprise. Et qu'est-ce qui t'a fait changer un peu ton modèle pourquoi restructurer en fait? Parce que j'avais pas, en fait, j'ai lancé à l'arrache, j'ai lancé en off, j'avais pas de design. Il y a plein de trucs qui n'étaient pas finis, mais les gens me pressaient pour avoir le produit. Et du coup, moi, j'étais pas satisfaite, mais je l'ai sorti quand même. Mais je pense que c'était bien parce que c'était un peu mon MVP, minimum viable product. Donc, ça a bien confirmé. J'avais fait un petit chiffre d'affaires, mais j'étais contente. Quand je crois que j'avais fait 2000 euros en un mois, j'étais hyper contente à l'époque. Ça accrochait quoi. Ouais, ça a accroché. Et puis après, du coup, je me suis dit, non, mais il me faut quand même une identité visuelle, il faut que je regarde ma DLC, enfin, tous ces trucs-là légaux, quoi. Que je fasse des photos, que ce que j'avais... Oui, c'était marqué Infuse Me. Je sais même pas si c'était écrit Infuse Me au début. Je crois que c'était écrit Drunken Tea au début. Je Ok. n'avais pas les bonnes étiquettes. Voilà. Alors que le nom Infuse Me, tu l'as depuis le début. Au début, je pensais Drunken Tea, mais c'était pas assez classe, c'était pas terrible. Et puis après Infuse Me, ouais. Pour le lancement officiel, oui. Ok. Et c'est marrant parce que tu vois, tu me parles de tous ces éléments-là qui, tu vois, tu me parles de DSC, tu me parles de pas mal de choses que déjà des réflexes, je veux dire, d'entrepreneurs ont. C'est-à-dire, enfin, je vais le dire autrement, mais moi, je lance un truc dans la nourriture. Penser à la DLC de mon produit n'est peut-être pas le premier truc que je vais penser. C'est super important. Ce qui est très important. Ouais. Ce qui est même une obligation, même, je crois. Donc, tu vois, si tu me parles de choses comme ça, où en fait, c'est peut-être lié à tes expériences, mais tu avais l'air de bien connaître le domaine, en fait. Pas tant en temps, en fait, ça me fait rire parce que je savais même pas à peine écrire un mail ou quoi que ce soit. J'avais même pas de boîte mail quand je vivais. Enfin, si, j'ai une boîte mail quand même pour mes factures et tout, mais je suis pas du tout quelqu'un très administratif ou très cadré forcément toujours de ce côté-là. Mais oui, il y a des choses où je me suis dit, bah, il faut. Enfin, pour moi, c'était la base quand même de penser, de regarder au niveau des textes de loi et tout ça, d'avoir tout ça. Et c'est ce qui m'avait freiné au début, mais en fait, j'ai laissé aller la créativité sous la pression, on m'a dit ça. Ouais. C'est fou comme quoi, des fois, enfin, ce qui est une bonne chose, hein. Moi, je trouve que alors, ça a des avantages et des inconvénients, mais d'être poussé à sortir un produit, autre que par la volonté de sortir un produit. Alors, c'est une super marque parce que ça donne au début, comme tu disais, une VP, ça permet de produire, à sortir un premier produit qui est vachement bien, mais ça laisse peu de temps aussi à la réflexion des fois. Oui.
Donc, c'est... Non, c'est directement. Je pense que c'est primordial aussi, parce qu'il y a des gens qui vont sortir des choses où ils ont passé trop de temps à leur lancement. Enfin, trop de temps, c'est relatif après, mais beaucoup, beaucoup de temps à leur lancement. Et finalement, le produit ne plaît pas. Et on parle souvent d'études de marché, de tableaux Excel et tout ça. Moi, je ne suis pas vraiment comme ça. C'est plutôt la réaction des gens en face d'eux, d'un grand panel de personnes. On voit tout de suite l'engouement. Forcément, la famille, les amis vont dire que c'est cool, mais il faut aller un petit peu au-delà et voir vraiment la réaction des gens. Et c'est là que, voilà, on sait si... Il faut écouter les retours aussi, en fait. Et ce qui est très important, et ce que beaucoup de gens ne font pas dans l'entrepreneuriat. Voilà, c'est vrai. Alors, Taro a raison, hein, des fois, on n'a pas toujours... Les gens autour de nous n'ont pas toujours raison. Mais d'avoir des retours est toujours intéressant, je trouve. Comment... Parce qu'aujourd'hui, on est dans tes locaux qui font un peu plus de, vue d'œil, 300 mètres carrés. Un peu moins. Un peu moins. On est à peu près à 200. 200, oui. Comment on passe de ce que tu me disais, faire des sachets chez toi ou dans un petit bureau tous les jours, à avoir plus de 200 mètres carrés. Je crois que tu as tes collaboratrices, Oui. une salle de production, une machine de production. Eh ben oui, c'est une bonne question. Des fois, j'ai du mal encore à y croire, mais ça me rend vraiment heureuse. Parce que c'était pas simple du tout. La table sur laquelle on est, avec les fauteuils qui roulent comme ça, en fait, il y avait partout, on mettait des petites cuillères alignées comme ça sur la table. Je passais sur les chaises comme ça pour pas trop me casser le dos, avec des cuillères doseuses pour les épices. Hop, on remplissait toutes les cuillères à la main et on avançait comme ça avec la chaise. Sur tout le tour de la table, on faisait les tours. À la chaîne, j'étais des fois toute seule, des fois on était deux. Et après, je prenais le sachet vide, j'achetais les sachets vides, j'enfilais la cuillère dans la pochette et je la thermosoudais, je prenais bord à bord, clac. Je thermosoudais chaque truc, je coupais tous les fruits à la trancheuse électrique, je les déshydratais. Et je faisais tout ça, j'achetais des kilos et des kilos de citron jaune, citron vert, orange. Je les zestais à la main, à l'économe pour avoir le zeste le plus fin possible, sans la partie blanche. Je les déshydratais, je les broyais, je rebroyais chaque épice pour ensuite les mettre dans les petites coupelles et les fermer à la main. Ok, alors je vais vous donner un tout petit peu d'éléments de contexte. La table sur laquelle on est fait à peu près 1 mètre sur 1 mètre 5. Donc voilà. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire du zeste, de couper des zestes, mais ça prend longtemps. Moi, je sais parce que je fais un peu de cuisine. Je le fais sur un citron, ça me saoule. Au bout du citron, le faire sur des kilos de citron, et après les déshydrater, qui sont des process longs, je crois que c'est presque 12 heures un déshydrateur. Ça dépend des machines. Mais... Ça dépend du fruit que tu déshydrates. Okay. Zeste, on est plus court. Court, ok. Des tranches, il est plus lent, ouais. C'est un sacré process, quoi. Oui. Je faisais tout. Tout à la main. Et tu produisais en moyenne combien 300 sachets par jour. Ok. Mais d'eau cassée, et ça prenait 5 heures pour faire 300 sachets. De A à Z. Et aujourd'hui, en comparaison... Aujourd'hui, avec la machine, on peut faire 6000 sachets par jour. Ouais. Une capacité de production bien plus... 25 à la minute. Oui, ce qui est pas mal. Ouais. Et c'est une question que j'ai posée dans mon dernier podcast et j'étais surpris de la réponse, donc je te la pose aussi. C'est quand tu vas voir... alors, je vais poser la question en amont. Est-ce que tu t'es financé par des banques ? Oui. Ouais. Quelle a été la tête du banquier quand tu vas le voir et que tu lui dis voilà le projet, j'ai besoin de... Et on s'en fiche des montants, c'est pas le but, mais de X milliers d'euros pour acheter des machines, louer un local et faire ça. Et ben en fait, je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Après, la chance, ça se provoque. Mais en fait, au début, j'étais dans une banque, mais j'avais pas demandé de prêt. J'avais ouvert mon compte classique et tout ça. Et après, je me rends à un salon de l'entrepreneuriat et je m'inscris à un pitch. Et je pitch, et en fait, dans le jury, il y avait un des responsables Grand Ouest de ma banque actuelle. Et il me dit, c'est génial et tout, il y a déjà du résultat, c'est trop bien, il me pose plein de questions.
me dit ok, il va falloir que vous fassiez un prêt, je vous donne, je contacte la personne qui est dans votre secteur et voilà, elle a intérêt à vous faire une bonne proposition et tout ça. Et puis en fait, du coup, c'est lui qui est venu, il est venu directement dans les locaux et tout ça. Ok. Et il m'a fait une proposition de taux 3 fois moins élevé que ma banque à laquelle j'étais à l'époque. Et il était fan du produit et tout ça. Et des fois, il est dans les caves, il m'envoie des photos, il vient au local et tout ça. Ah, c'est... Les clients, donc non, génial, je pensais pas, parce que souvent on dit les banques c'est compliqué et tout. Et je me suis dit, oui, ils vont me prendre pour une tarée, quoi. Mais en fait, non, il a adoré. Ah, j'ai envie de dire c'est le parcours idéal et tant mieux, hein, mais effectivement, c'est assez extraordinaire. Donc, ouais, chance. Enfin, chance, il a adoré, quoi. Ça a matché. Ouais. Après, chance, moi je suis très prudent avec ce mot, mais tu l'as dit parce que la chance, alors ça existe la chance, le hasard, je veux dire oui, mais souvent ça se provoque, parce que tu n'aurais pas été à Speech, oui, voilà. ça n'aurait peut-être pas fait quoi. C'est vrai qu'on invente un autre mot entre les deux pour dire ça, parce que c'est pas, voilà. Ce que je remarque depuis notre échange, maintenant ça fait à peu près une petite demi-heure qu'on échange, c'est que je te donne une impression, hein, après tu me dis, en fait j'ai des grosses vibes d'entrepreneuses que j'aurais pu qualifier comme des startups dans le logiciel. Tu vois, tu parles de MVP, tu me parles enfin, de plein de trucs comme ça, de pitch, tu vois, alors que dans le domaine industriel, c'est pas quelque chose qu'on voit le plus couramment, enfin moi que je connais pas, après je connais pas beaucoup le monde industriel, mais c'est pas l'impression que j'en aurais. D'où te vient un peu cette, enfin, ce qui me semble être une fibre un peu start-up numérique, de produits digitaux, on y va, on avance, je livre des choses et on n'attend pas que ça attende. Je pense que c'est parce que je suis super curieuse. J'ai pas, c'est pas dans le BTS que j'ai appris ça, mais c'est vraiment, je me suis beaucoup nourrie de YouTube, de podcasts, de plein de choses. Donc c'est venu comme ça. Je me vois moins comme une industrielle en fait. C'est juste que voilà, je vais te sortir un autre sigle. C'est, je crois que c'est Digital Native Vertical Brand. Je savais même pas que ça existait. Mais c'est vraiment, j'ai appris ça dernièrement, on fait tout de A à Z et maintenant on fait partie d'une génération où on peut le faire grâce justement aux nouvelles technologies. Avant, on devait forcément passer par un distributeur ou par quelqu'un pour distribuer nos produits. Et là, on peut produire, créer le design, faire les photos, créer notre site internet. Je trouve ça génial. Et du coup, en fait, je pense que curiosité quoi, par rapport à ça. Et en fait, quand on est entrepreneur, on doit se former. Donc, en se formant, on apprend voilà, tous les trucs de SEO, voilà. Ouais, bah, par exemple, le sujet du SEO, il y a plein de choses en ligne où tu peux sans connaître grand-chose, commencer à apprendre. Après, l'application en elle-même peut parfois demander un peu de technicité, mais ça, avec les erreurs, enfin, le test and learn, c'est tout faisable. Ok. Ouais. Je comprends un peu la philosophie. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dû un peu changer entre toujours ce moment où tu produisais toi-même autour de ta table les éléments et le fait que tu puisses produire 6000 sachets à la journée? Quel grand changement ça a apporté? Quelle grande décision tu as dû prendre en fait pour apporter du changement peut-être dans le process ou dans des choses comme ça? En fait, j'avais pas trop le choix et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été contactée par des distributeurs qui étaient en Belgique pour distribuer dans le Benelux, donc Hollande, Luxembourg et Belgique. Et du coup, ils voulaient des milliers, je sais plus combien de milliers de sachets par mois. Et je me suis dit, ok, mais comment je vais faire? C'était génial, mais comment je vais faire et tout ça. Et du coup, je me suis dit, vite, il faut absolument que je puisse répondre à la demande. C'est une super opportunité. Et il y a eu ça. Et il y a eu aussi, on a participé dès la première année au Festival de Cannes. Non, pas le Festival de Cannes, ça, c'était après, pardon. Roland Garros. Et ils ont commandé 6000 sachets. Et ils les voulaient sur 15 jours. Et du coup, j'en faisais 300 par jour. Donc, j'ai appelé du renfort, des amis et tout ça. Et on s'est débrouillé. Mais je me suis dit, il y a vraiment de la demande. Il faut que j'aille vite. Donc, c'était ça plutôt.
est-ce qu'il y a eu vraiment une décision? Non, elle s'est imposée d'elle-même parce que j'avais pas le choix. Mmh. Donc je me suis dit: «OK, je vais acheter une machine, il faut trouver un local parce que ça il faut la mettre quelque part». Ouais. Et j'ai pas réfléchi plus que ça. Pour moi, c'était juste logique, en fait. Je suis pas quelqu'un qui va trop, heu, voilà, réfléchir sur des choses vraiment théoriques. Je suis plus dans Mmh. l'action, en fait, et si je trouve que les choses sont logiques, je réfléchis des fois avant, plus philosophiquement sur: «OK, qu'est-ce que je veux? Je veux aller où? Et est-ce que ça va dans mon sens de développement et de philosophie?» Et go. OK. Donc tu es beaucoup guidé par, bon, le besoin, la commande effectivement et par tes valeurs, c'est un peu ce que moi j'entends, Oui, c'est ça? ouais. Donc ça te permet de définir un peu les axes et de prendre les décisions et justement à propos de ces prises de décision, est-ce que tu as, alors tu nous disais que c'est beaucoup, là, peut-être beaucoup dans l'action, mais est-ce que tu as quand même un process de décision? Tu as quelque chose ou c'est tu pas du tout, d'ailleurs? Et ben, au début, je sais que j'avais beaucoup de mal à prendre des décisions. J'ai pas de process de décision vraiment, Mmh. vraiment cadré, mais c'est juste j'essaye de définir avant ma vision et là où je veux emmener l'entreprise et de me dire, et ce qui me rend heureuse aussi, et du coup, c'est ce qui me fait, prendre mes décisions. Je me pose toujours, voilà: «Est-ce que ça va dans le sens de faire grandir Infuse-Me et là où je veux aller? Est-ce que ça me rend heureuse?» Et si les 2 cases sont cochées, go, Mmh. voilà. C'est marrant que tu utilises ce deuxième critère. Autant je peux comprendre facilement parce que c'est, je vais pas dire classique, mais d'aller dans le sens de l'entreprise, mais te rendre heureuse. Ça, c'est nouveau. Ouais tu vois, tu pas la première personne à m'en parler, mais si j'ai remarqué et je vais pas, catégoriser pour catégoriser, mais c'est plutôt sur, les gens de ta génération, parce qu'on a une petite génération. Je pense qu'on doit avoir une petite génération de différence. Mais ta génération est plus, enfin nos générations un peu plus jeunes, tu vois, les personnes que j'ai interviewées, qui sont les générations au-dessus de nous, ça vient jamais, Ouais. en compte. C'est très marrant. Bah, ouais, je vois, oui, oui, mais c'est important aussi. Mais souvent, en fait, là, c'est assez nouveau, hein. Parce qu'avant, je travaillais 15 heures par jour à des moments, pendant les 2 premières années, vraiment comme une acharnée. Et je me disais pas du tout, «Faut être heureux», je m'oubliais total. Et là, je sais que si je vais bien, en fait, Infuse-Me va bien. Mmh. Et je le vois directement dans mes échanges, dans ce que j'attire à moi. Et je me dis: «OK, bah, si tu as remarqué ça, essaye que ça te rende heureuse aussi», voilà, on n'a qu'une vie, en fait, Mmh. Ce que je trouve est très important et que, on prend pas assez en considération. Donc, Mmh. je peux que abonder dans ce sens parce que, bah, je trouve ça super, quoi. C'est vachement intéressant. Hem Il y a une question que je reviens un peu sur le produit que tu proposes. Hem, c'est un produit, comme on le disait, assez nouveau, Mmh. dans le sens où, l'approche, alors on a cette habitude avec le thé, on a des habitudes similaires, mais, est-ce que tu t'es pas retrouvé confronté à une problématique d'éduquer les clients? Ah si, c'était super Ouais. dur. Ouais, ça commence à être mieux. Mais oui, oui, personne comprenait rien ce que je faisais Ouais. ou l'intérêt. Où il y a des gens qui me disaient: «Oui, mais si je prends un sachet de thé et je le mets dans mon verre, ça fait la même chose». Mmh. Elle me disait: «Bah, essayez, vous allez voir. Est-ce que vous voyez une couleur? Est-ce que vous avez du goût? Est-ce que» non, enfin voilà. Mais c'était super dur. Et on a travaillé, parce que moi je fais beaucoup les salons et tout ça aussi. On a travaillé à fond le produit pour aller justement dans le sens où que ça puisse éduquer, tout seul, parce qu'il y a des gens qui vont passer, devant le stand, et ils vont penser que voilà, on fait des infusions, plus type, grand-mère et tout ça. Donc je me dis: «OK, si les gens pensent ça, c'est qu'il y a une raison». Mmh. Donc il faut essayer d'adapter, de mettre, des verres à cocktail ou en démonstration ou de faire goûter et tout ça. Mmh. Et voilà, ça passe par ça. Mais c'était un gros frein Ouais. quand on arrive avec un nouveau produit. Ouais. Parce que c'est souvent le cas, sur des nouveaux produits ou des nouvelles pratiques. Ouais. Où, bah, en fait, les gens, oui, c'est pas dans leurs habitudes et donc ça peut poser problème, donc ouais, je et comment toi, tu as approché un peu la chose, donc tu me disais, tu as fait des salons, mais pour les gens à qui, tu envoies des produits, tu peux pas voir physiquement. Je vais te donner une partie de la réponse dans le sens où, moi, j'ai par exemple été sur ton site et c'est vrai que, quasiment, à la
allez, deuxième bloc ou troisième, tu me corrigeras, mais il y a une vidéo explicative de ce que c'est Infuse.me et comment on l'utilise, entre guillemets. Donc après, c'est un tutoriel. Donc c'est très marrant. En fait, il y a une approche très rapide de dire Ouais, voilà ce que c'est, quoi. on a fait au fur et à mesure. Là, c'est du motion design, voilà, qu'on a fait faire aussi. Mais, mais les photos aussi, comme là, ou les flyers, des schémas, on a essayé tout. Parce qu'il y a les gens, chacun a un cerveau qui fonctionne différemment. Soit ça va être le dessin, soit ça va être l'écrit, soit ça va être les schémas, les photos. Donc, on a essayé de faire un petit peu de tout pour vraiment que chacun puisse, dès le premier, voilà, dès qu'il regarde le site, il puisse voir. Mais là, on a plus de mal. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris la décision de faire sur le site plus enfin, d'en faire mon canal principal. C'est que sur le site, on peut porter la parole directement d'Infuse.me pour expliquer directement le produit, tous les arguments, tout comment l'utiliser et tout ça. Alors que quelqu'un en boutique qui a déjà en vente plein d'autres produits, et ben voilà, il va peut-être téléphone arabe perdre une partie ou avoir plus de mal à l'expliquer. Et comme c'est nouveau, ça sera peut-être plus compliqué. Puis ça doit être compliqué parce que souvent dans les boutiques, les vendeurs peuvent être présents, mais pas toujours. Donc on peut voir un produit, on se dit ah bah c'est du thé. C'est ça. Ça peut être vite confusant, ouais. Quelques dernières questions. Je reviens sur la prise de décision après cette petite aparté. On en parlait, donc je connais à moitié la réponse, mais est-ce que tu t'es fait accompagner durant toute ta vie entrepreneuriale, le début jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, parce que la fin, je te souhaite pas, voilà. Mais d'aujourd'hui, un peu sur cette aventure, est-ce que tu te fais accompagner un peu sur la partie, pas forcément que prise de décision, mais entrepreneuriale? Oui, j'ai mon parrain Damien Ouvrard de chez Yahoo qui m'a pas mal aidé. En fait, quand je suis rentrée chez Yahoo, t'as le gros formulaire, je sais pas s'il y avait ça à l'époque quand il est rentré. Ouais. Mais voilà, qui te pose plein de questions, de pourquoi tu fais ça, t'en es où, tu veux aller où et tout ça. Et c'est bien, je trouve, parce que ça te pose des questions qu'au début, tu te dis, oh, j'ai même pas pensé à ça. Voilà, et du coup, moi j'ai dit, ok, j'ai développé 6 recettes, par contre, mon point faible, c'est le packaging, quoi, j'arrive pas. Et donc Damien, dès que j'ai rencontré Damien, qui a la société Imagique à passer, il fait du packaging, il fait des photos, il fait plein de trucs. Et il fait aussi son hydromel, sa bière et tout ça, il est fan d'épices. Donc on a tout de suite matché et en fait il m'a dit que je vais t'aider. Et il m'a aidé avec Benoît, son collègue, de faire tout le packaging Infuse.me. Donc c'est une chance énorme. Pour expliquer, parce que c'est vrai que tu parles de Yahoo. Yahoo, c'est un réseau de parrainage. En fait, c'est des entrepreneurs expérimentés qui accompagnent des entrepreneurs qui commencent. Et si, moi j'ai notamment, c'est un réseau qui est fondé par Mario Piromali, dont vous retrouvez l'épisode parmi ses podcasts d'ailleurs, parce qu'on a un peu changé et il a une vie assez passionnante aussi en tant qu'entrepreneur. Et j'y suis passé aussi chez Yahoo. Et c'est vrai qu'on échangeait sur ça et c'est un super réseau avec des super parrains. Donc voilà. Mais c'est effectivement. Pourquoi je pose cette question? Parce que moi je trouve qu'on sous-estime trop l'accompagnement quand on est entrepreneur, jeune entrepreneur. C'est super important. Après, c'est aussi important de s'écouter, mais au début, on ne sait pas, en fait. On n'a pas cette intuition, parce que l'intuition, ça vient avec l'expérience et les connaissances, donc on est un peu... Mais ouais. Ouais. Et c'est bien, en plus, je trouve que l'approche de Yahoo est très... en fait, il t'aide si tu demandes de l'aide. Oui. C'est souvent ça qui est bien. Et au début, on est souvent un peu demander de l'aide. Puis à un moment, on se rend compte que moi, ça a été mon parcours de dire en fait, j'ai besoin d'aide. Et je trouve ça bien parce qu'en fait, ça regroupe tellement de personnes différentes qu'il y a forcément quelqu'un sur la partie juridique, quelqu'un sur la partie artistique, sur la partie vidéo, SEO. Dès que tu as une question, il y a forcément quelqu'un dans le réseau qui pourra t'aider. Complètement. Donc, alors, je vais élargir ça à d'autres réseaux, mais si vous êtes entrepreneur, vous voulez être entrepreneur, allez rejoignez des réseaux. En plus, et tu me donnais un exemple avant qu'on commence, ça permet de parfois nouer des amitiés, des collaborations. Je crois que vous avez, avec un autre filleul, mis en place des choses. Marc Dubourg de la Maison du Tir. Ouais. Qui,
Comment ça se passe d'ailleurs une collaboration comme ça parce que c'est quand même 2 univers qui doivent se rencontrer. Heu, Bah, moi, j'étais déjà fan des produits, de la maison Dutier. Ils font des spiritueux à base de chanvre, à la Bouixière, heu ils font un très bon gin, et en fait, à chaque fois quand on fait des éditions limitées, moi, je pense surtout, bah, OK, c'est une plutôt printemps-été et une plutôt automne-hiver. mmh Donc printemps-été, je pense à quelque chose de plutôt frais, herbacé, acidulé, et pour, automne-hiver, plutôt quelque chose de réconfortant, voilà, vraiment profil aromatique différent. Et puis je sais même plus comment c'est venu exactement. C'est venu d'une discussion comme ça, je crois, et puis, voilà, je pensais, citron vert, basilic, fraise, et puis je me suis dit: «Il faudrait peut-être un petit côté herbacé», je pense, pour, un petit côté noisette toasté avec le chanvre. Et puis, c'est toujours bien de venir nos forces, que Marc, c'est quelqu'un qui est très organisé aussi mh. et qui a plein de points de vente différents. Donc, d'unir les forces pour les 2, ça fait double visibilité, et un bon coup de com' aussi, je pense. Mmh. Et parce que ça tu vois, tu mentionnes une chose que j'avais pas, relevée, c'est que, on pourrait croire que tu as une gamme de produits, pérenne. Je pense Mmh. que c'est le cas, hein, Oui, de il y en a tout le temps. 6 qui restent. Voilà, c'est ça. Mais tu as régulièrement des choses qui, évoluent, donc tu as utilisé le terme, des, produits, limités dans le temps, Ouais. des éditions limitées, en plus avec des saisonnalités. C'est Ça. ça. Donc, le coffret, dégustation avec les 6 recettes qui sont déclinées aussi en pochette de 6 et de 2. Et sinon, on a sorti, c'est la 10e recette maintenant, il me semble. On a sorti, voilà, édition limitée, chocolat cerise pour l'hiver, basilic fraise framboise. Celle qui vient de sortir, c'est, une collaboration avec Louis San. Je sais pas si tu connais? Oui, Du coup, youtubeur franco-japonais, et Louis San, il est brestois. oui, Et du coup, on a mis à l'honneur le sobacha, donc sarrasin torréfié, OK. cerise, parce que c'est l'été, c'est vraiment gourmand, et acidulé herbacé. Et Louis-San voulait absolument, du sakura, donc la fleur de cerisier japonais, Qui met sur tous ses hoodies, et tout avec sa marque ouais. Onisama. Et donc voilà, on a en fait, fait, c'était super compliqué parce qu'il voulait absolument du sakura, de trouver du sakura. Donc j'ai trouvé du sakura directement, qui vient d'être récolté là au Japon pendant la saison OK, des cerisiers en fleurs. OK. Voilà, je te la montre ici, c'est des vraies fleurs pressées à froid et tout ça, elles sont à mettre délicatement sur son verre, et c'est aussi présent dans le sachet. OK. Et comment, parce que alors j'ai peut-être une petite idée, mais je vais pas spoiler la chose. Comment on vient à collaborer avec un youtubeur qui est, pour vous donner quelques chiffres, qui a dépassé le 1 000 000 d'abonnés, sur YouTube, qui a même plusieurs chaînes, qui est, voilà, qui a donc des gens assez, où les atteindre sont parfois un peu difficiles, à juste titre, hein, parce qu'ils sont souvent très sollicités. Comment toi tu en es venu à collaborer avec lui? En fait, c'est marrant parce que j'ai eu une commande sur le site un jour, et puis dans les commentaires, on me met: «Ah, j'ai découvert via la vidéo YouTube, de Louis San». Je dis: «Ah bon, qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, il avait fait une vidéo, dans un de nos points de vente. En fait, on est à l'Arcadia à Fougères, et il allait visiter les différents, restaurants des youtubeurs, et l'Arcadia à Fougères, c'est le restaurant des joueurs du grenier. Ouais. Et du coup, il va là-bas, il goûte Purple Me, une de nos recettes au poivre. OK. Et voilà, il explique bien, lui, il consomme pas du tout de l'alcool, donc cette recette, elle est aussi pensée pour le sans alcool. Et voilà, il goûte, et puis mais il mentionne pas du tout Infusion, on voit pas, il a même enlevé le sachet. Mais je sais pas comment cette personne a commandé, a retrouvé le produit, enfin bref. Heu et là, je me dis: «OK, bah, j'envoie un message à Louis San sur Instagram pour lui proposer, peut-être, si jamais il veut prendre une Mmh. photo avec le coffret, si je lui en envoie un, voilà, faire une petite pub, quoi». Et puis là, il me répond pas, donc je persiste, j'envoie un mail, et là, il me dit: «Oh mais moi, en fait, je m'en fous de ton coffret, mais j'aimerais bien faire une recette avec du sakura pour lancer avec Onisama». Je lui dis: «OK, go», et voilà. Ah, c'est C'était passionnant, simple, hein. ouais, c'est ça, mais ça paraît simple, mais moi, je me mets à ta place, je me dis: «Envoyer un message sur un youtubeur alors que tu as vu ça dans un extrait vidéo», tu vois? Enfin, on parlait de chance et de provoquer la chance, là, pour moi, c'est, typiquement le genre de choses où, faut oser, quoi. Parce que, Si j'ai rien à perdre, il faut que je ouais, le fasse. et bon, je vais dire: «Tu as raison», mais c'est plus un réflexe, mais que je suis complètement d'accord avec ça, il faut oser. OK, et ben,
Je trouve ça marrant et j'adore ce genre d'anecdote. Ça, je trouve ça super intéressant. Dernière petite question, avant-dernière petite question. D'ailleurs, que j'ai oublié, j'avais une question, mais tu vois, c'est moi qui bug. Oui, voilà, je retrouve. Voilà, aujourd'hui, au vu de ton expérience, de ton activité, si tu avais un conseil à donner, je sais que la question est plutôt classique, mais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer ou qui réfléchit à se lancer ou qui se lance actuellement, que ce soit en matière de prise de décision ou en matière d'approcher le produit, enfin tout ce que tu veux, le domaine que tu veux, qu'est-ce que tu pourrais, toi, communiquer? Quel serait ton conseil? Je vais essayer de te donner un conseil un peu différent de ce qu'on peut souvent avoir pour Ouais. vraiment avoir une valeur ajoutée. Ouais. Mais un truc sur lequel je me suis pas mal questionnée ou trompée au début, c'est en fait par rapport à la distribution du produit. Ok. Faut savoir où on veut qu'aille son produit. Moi, je me suis dit, ok, il y a des restaurants qui sont intéressés, il y a des traiteurs qui sont intéressés, il y a des boutiques qui sont intéressées, des gens pour leur mariage, il y a des gens pour les entreprises, il y a des gens sur le site. Je suis partie un peu dans toutes les directions différentes. J'étais toute seule et je commençais à prospecter de tous les sens. Et du coup, ça m'a épuisée. Et je pense que il faut déjà réfléchir au niveau de la structure et de tout. On veut que son produit soit distribué où, si on devait choisir un truc simple, basique, de base. Après, ça peut changer, mais par rapport aux ressources qu'on a, quoi. Cibler, définir un peu où on veut aller. C'est vrai que j'imagine, mais que diffuser quelque chose pour un mariage ou pour un restaurant, c'est peut-être pas la même approche, le même packaging, la même faisabilité. Ouais, mais c'est au niveau de la communication, de tout. Enfin, vaut mieux se concentrer son énergie sur peut-être un truc, être vraiment bon dans un truc. Et potentiellement après Et après, élargir. une fois qu'on maîtrise un canal, aller vers autre chose. Donc voilà. Eh ben, super conseil. Ouais. Dernière question, la plus compliquée tu vas voir, c'est si on veut te retrouver, t'as parlé bien sûr d'un site internet, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut retrouver tes produits, des choses comme ça, voilà. Si on veut tester, comment on commande, quoi? Alors, on peut retrouver les produits sur le site infuseme.fr, qui est tout neuf. Voilà, n'hésitez pas, il est très beau. Je confirme. Je me vante pas, c'est AM Design Studio qui a fait le site et c'est vraiment, ils sont très doués. Du coup aussi sur le site, il y a dans les points revendeurs, les restaurants, on est dispo, les boutiques, les épiceries fines, voilà, directement par région, on peut voir. Donc voilà. Donc allez sur le site et n'hésitez pas dans ces cas-là. Et bah, merci beaucoup Chloé pour toutes ces informations, pour d'avoir permis de rentrer un peu dans ton univers. En tout cas, je ne peux qu'encourager les auditeurs à aller bien sûr découvrir ton produit qui est, moi je trouve super inventif, je le dis hein, alors qu'il y a rien, j'ai pas de problème à dire ça, donc super inventif et je suis content de découvrir ça, donc merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu à moi et c'était un chouette moment aussi. Avec plaisir. À très bientôt. Waouh, un épisode bien riche, comme d'habitude. Tellement riche que je vous propose de faire un petit débrief pour retirer les quelques éléments que moi j'ai retenus et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, le petit débrief. L'un des principaux éléments que moi je retiens de cet échange avec Chloé, c'est tout simplement quelqu'un qui est confronté à la difficulté d'éduquer un marché. Sa typologie de produit, ce qu'on vient infuser dans un liquide, on le connaît sous la forme de thé, donc des infusions en eau chaude. On le connaît très peu dans le domaine du froid, encore moins de l'alcool. Et elle a développé un produit qui aujourd'hui nécessite une évangélisation, du marché qui est assez dingue. Et le défi que ça représente est monumental. Et Chloé est super cool avec ça. Ça, c'est impressionnant.
moi je trouve que elle le sait, elle travaille pour faire ce travail, et ça marche. Ça marche très bien même. Quand elle nous raconte un peu son histoire et son parcours, on comprend vite que y a quelque chose qui fonctionne bien dans son produit et qui plaît. Et ça, c'est super cool, je trouve. En plus, on retrouve encore une fois quelques défis d'industrialisation, de process. Elle nous raconte comment elle est passée de faire des sachets à la main à avoir une machine qui fait 6000 sachets par jour, ce qui est juste dingue. Et comment elle arrive à toucher des collaborations, faire des produits qui sont vraiment top. Et ça c'est ce que je retiens sur ce podcast. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié cet épisode du podcast. Et dernière petite chose avant de vous laisser partir. Je souhaitais savoir s'il vous était possible de me mettre 5 étoiles sur iTunes ou de liker le podcast. Voilà, ça aide toujours, ça fait du bien. N'hésitez pas à le partager d'ailleurs sur tous les réseaux sociaux que vous avez. Ça peut être utile à tout le monde. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, ciao.